Hey, bienvenue dans Le Regard de Mehdi Jaffer, une émission faite par un photographe pour vous. Non, plus sérieusement, ça me fait très plaisir, parce que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, en tout cas sur Instagram. Plus pour rendre service en fait, parce qu'à la base, cette émission, entre guillemets, je l'ai créée pour mes mariés, pour pouvoir les coacher en vue de leur mariage, donc de la saison de mariage qui se profile, etc. Pour pouvoir les coacher, leur prodiguer les meilleurs conseils pour qu'ils puissent passer une super journée et que moi derrière, j'ai des photos tip top. Voilà. En tout cas, c'était ça le but dans le regard de Mehdi Jaffer. Donc c'est un groupe fermé sur Facebook. Et là, je peux pas en dire plus par rapport à ça. Mais vu que je suis gentil, j'ai décidé aussi de vous faire des petites vidéos. Voilà, de temps en temps, lorsque le temps me le permet, bien sûr, sur certains sujets qu'on pose très régulièrement des questions, donc que ce soit sur Instagram, Facebook, etc. Voilà. Donc je tiens à remercier toutes celles et ceux qui me suivent depuis un certain nombre de mois déjà, parce que sur Instagram ça fait que quelques mois on va dire où je me suis beaucoup investi, et vous êtes des dizaines de milliers à me suivre, à m'envoyer des messages sur Instagram, des demandes de conseils, que ce soit des futurs mariés, des photographes. Vous êtes beaucoup dans les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, Maroc et Tunisie, et je vous remercie sincèrement de votre fidélité. Ça me touche beaucoup, surtout de vos messages de soutien et de toutes les questions que vous pouvez me poser. Vous savez que je vous répondrai toujours. Peu importe l'heure, il n'y a pas de problème, je suis là pour vous. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais traiter le sujet comment choisir son photographe de mariage avec un angle de vue, on va dire, un petit peu plus franco-français. Je suis désolé, parce que le Maghreb, je ne connais pas le marché du Maghreb. En France, en tout cas, il y a des études, etc. Il y a aussi l'expérience qui fait que je peux proposer une explication un petit peu plus cohérente. Voilà, c'est ça en tout cas l'idée. Donc pourquoi cette question? Parce que vu que sur un certain nombre de dates, je suis très souvent réservé, donc on me pose la question. Mais il dit, est-ce que dans tes contacts, donc quand j'ai des contacts, je file oui, mais il n'est pas dispo, lui non plus, ou elle n'est pas dispo. Donc comment on fait pour choisir son photographe de mariage? Donc ça, c'est que ce soit les questions vis-à-vis des futurs mariés, mais également de certains photographes, voilà, qui ne savent pas forcément comment aborder les mariés en rendez-vous, etc. Voilà, donc ça va être des petits conseils que je vais donner, d'une part comme d'autre part. D'une part comme d'autre part. Ok. Je la garde celle-là, je te jure, je la garde. Moi, je vais pas commencer à refaire mes vidéos. Je suis désolé, je vous ai dit, on est à la maison ici, on a le jus de fruits, vous voulez boire quelque chose, il n'y a pas de problème, j'ai café, j'ai ce qu'il faut. D'accord. Voilà. Donc voilà pour la petite intro, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, et je vais essayer de faire au plus concis possible. Voilà. Alors, la question, comment les couples choisissent-ils leur photographe? Super question, hyper intéressante, voilà, qui colle parfaitement au sujet du jour. Donc, par rapport à ça, je me suis basé sur l'étude, sur le livre blanc de mariage.net, qui est hyper intéressant. Donc vous allez le voir, voilà, j'ai mis la petite page de couve, et je vais vous mettre le lien en commentaire, en descriptif de la vidéo. Voilà. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est que il y a 80%, ou enfin un petit peu moins de 80%, il y a 77% qui font appel à un photographe professionnel. Donc ça, bravo, j'ai envie de vous applaudir. On est dans une normalité. D'accord. Ensuite, on a 17% qui font pas appel à un professionnel, mais plutôt à un ami. Bon, on va dire je te check. Bon, je te check la main, mais on va pas être copains, quoi. Là, déjà, ça démarre mal. Et attendez, vous pouvez faire appel à un ami, il n'y a pas de problème. Mais après, s'il y a un petit dégât des eaux, une petite casse, elles sont où les assurances? Il est où le contrat pour réclamer des dommages et intérêts? On va plutôt faire appel à un professionnel, bien sûr. Bah oui, c'est toujours mieux, voyons. Et ensuite, on a 6% qui n'ont fait ni appel à un professionnel, ni à un ami. Donc, en gros, c'est joker. C'est-à-dire, voilà, bon, j'ai pas le budget, ça peut arriver.
Je critique pas, ça peut arriver, mais je préfère m'en remettre aux invités. Alors là, on a les smartphones, les Snapchat, les webcams, les iPads, les Instagram, les Amstrad, on a la totale. Voilà, on a la totale. Donc 6% quand même. Je ne pensais pas que ça aurait été autant, mais il y a quand même 6% qui font appel qu'aux invités. Voilà, comme ça, ils récupèrent les données et ils n'ont pas envie d'avoir de livres, ils n'ont pas envie d'avoir, on va dire, des souvenirs en termes de tirage, d'agrandissement, etc. Et c'est leur droit, attention, ils ont parfaitement le droit. Mais donc voilà, on est quand même sur 77% qui font appel à un professionnel qui est plutôt une donnée très positive. On va pas non plus cracher dans la soupe. Et ensuite, donc sur ces 77%, on remarque que 40% procèdent à leur recherche sur Internet, donc en visitant essentiellement des reportages photos ou des galeries photos. Donc ça, c'est un point tant pour les mariés que pour les photographes que j'appuie bien là-dessus, que j'appuie bien, toujours maintenir ces galeries photos à jour. Voilà. Que ce soit sur des plateformes, des places de marché, que j'appelle comme ça, que ce soit mariage.net, ZanQ, etc., pour pas les nommer, toujours proposer aux futurs mariés vos nouvelles inspirations, les inspirations du moment, vos dernières galeries photos, etc. C'est primordial. La statistique répond directement à cela. Voilà, 40% regardent des reportages mariage en ligne pour se décider. Et ensuite, on a la deuxième donnée qui m'intéresse en tout cas, 37% sur recommandation d'un ami. Voilà, ça colle parfaitement avec mon parcours. C'est-à-dire que moi, à l'heure actuelle, j'ai une bonne partie sur Internet via, comme je vous ai expliqué, des places de marché de type mariage.net, ZanQ, etc. Des plateformes un petit peu plus premium dédiées aux photographes d'un certain niveau, comme Regard d'auteur, qui est un très bon label français. Voilà. Et donc, bien sûr, à éviter les Le Bon Coin, etc., etc., etc. Ça, malheureusement, je le déconseille. Donc, les mariés, si vous recherchez sur Le Bon Coin, sur Groupon, hein, sur Tatawin, je sais pas trop quoi, non. Non, erreur fatale. Fatale. Erreur 404. La page n'existe plus. Non, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Donc, soit sur des places de marché bien dédiées, sur ces portails, comme je vous ai expliqué, ZanQ, mariage.net, Regard d'auteur, qui sont selon moi soit les plus performants ou en termes d'image qui ont le plus gros impact à l'heure actuelle en France. Donc voilà, après bien sûr, on remplacera jamais le traditionnel bouche à oreille, parce que le gros avantage lorsqu'on est en mariage, c'est que les invités nous voient travailler. Donc rien que ça, on n'a même pas besoin d'aller donner une carte de visite, etc. C'est les gens qui vont faire appel à vous de manière naturelle. Donc recommandation d'un ami, c'est direct ou indirect. Quand on vous voit un mariage, c'est indirect. Quand on demande au marié, bah tiens, c'était qui ton photographe, là c'est en direct. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas compris? Bon, bah, faudra relire, faudra revoir la vidéo. Je suis vraiment désolé. Et donc voilà, je vous fais toujours apparaître les petits, si vous avez remarqué, les petites données statistiques. Et en même temps, on voit que sur les recherches sur Internet, bon bah depuis 2016, on voit la donnée 2016-2018, plus 3% jusqu'en 2016, et plus 8%, plus 14% de 2017 à 2018, ce qui est énorme. Voilà. C'est-à-dire qu'on double à chaque fois, voire triplé, le nombre de requêtes, de recherches sur Internet, que ce soit dans les moteurs de recherche, etc., pour retrouver un photographe. Donc voilà, ça c'était le petit panorama, comment les mariés trouvent leur photographe. Voilà. Par quel biais, par quel chemin. Deuxième point, l'offre du photographe de mariage. Alors, vous les mariés, vous avez fait votre petite recherche sur Internet et vous avez sélectionné peut-être 3 photographes, voilà, que vous allez vraisemblablement rencontrer ou même discuter dans un premier temps par téléphone pour avoir au moins un premier son de cloche niveau tarif. Alors ça c'est le mauvais réflexe, hein. Je tiens à vous dire, si vous commencez à parler tarif directement, on n'est pas bon.
Comme je vous l'ai dit dès le départ, la problématique dans la photographie de mariage, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement. Donc c'est-à-dire vous allez retrouver des packages qui sont totalement différents d'un photographe à un autre. Donc demander le tarif directement, ça ne veut strictement rien dire. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont fonctionner en package, d'autres en option. Et donc forcément, demander le tarif dans l'immédiat, bref. Voilà. Donc vous rencontrez votre photographe sans même avoir discuté de tarif, où vous avez une première tendance, une tranche tarifaire. Et effectivement, le photographe va vous proposer ces packages, va vous les présenter. Voilà. Donc dans les packages, il y a deux types. On va parler d'abord d'un point de vue horaire. Donc il y a des photographes qui fonctionnent encore sur un système horaire. Par exemple, la mairie c'est autant, l'église c'est autant, les préparatifs, etc. etc. Et d'autres photographes comme moi qui fonctionnent plutôt en forfait jour. Voilà. Moi par exemple, je démarre à partir de 8 heures de présence jusqu'à 12 heures, voire plus. Voilà. Je suis plutôt sur des reportages de longue durée parce que c'est ce que je préfère, par exemple, et parce que j'y trouve une meilleure cohérence dans mes reportages. Voilà, ça c'est voulu. Donc vous allez voir donc, des photographes qui vont proposer soit des packages jusqu'au 22h, ensuite il faut rajouter la soirée, etc. Si vous avez besoin d'une séance d'engagement ou d'after day, donc la séance d'engagement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une séance avant le mariage, et une séance day after day, etc. Trash de dress, et voilà, tous ces termes anglo-saxons. On devrait plus l'appeler la séance après le mariage, tout simplement. Mais bon, day after, trash the dress, trash the dress, ça fait stylé. Trash the dress. Fuck. Et donc, oui, et donc, il y a d'autres photographes qui vont proposer par package complet, voilà, avec soit une séance avant, après le mariage, ou soit des packages, on va dire, segmentés, voilà. Pour ça, mairie autant, engagement autant, etc., etc. Ça, c'est une première chose, donc c'est au niveau forfait horaire ou forfait jour. Premier point. Deuxième point, dans les composantes de l'offre, dans chaque package, vous y retrouvez des photographes, et elle est là la problématique, où il faut poser les bonnes questions. Est-ce que les photos sont en haute définition, ou est-ce que ça fait partie d'une option de les avoir en haute définition ? C'est un coffret USB qui est fourni ou pas? Ou est-ce purement par lien de téléchargement? Est-ce qu'il y a une galerie en ligne qui est prévue ou pas pour les invités? Est-ce qu'il y a un livre-album ou pas qui est inclus? Ou est-ce que c'est en option, en supplément? Est-ce que les photos sont libres de droit? C'est-à-dire que vous avez la possibilité de les utiliser comme bon vous semble en termes d'impression, d'échange, etc. Ça, c'est plus la cession des droits. C'est beaucoup avec les photographes auteurs. Voilà. Photographe auteur, il faut acheter les droits. C'est comme ça. Donc tout cela fait partie de l'offre du photographe. Et donc forcément, pour les mariés qui posent la question, oui, mais ça coûte combien un photographe? Combien vous coûtez? Combien? Faut venir déjà en rendez-vous, d'avoir un échange entre les mariés, les futurs mariés et le photographe, d'exposer un peu le projet. Le photographe va vous expliquer sa méthode de travail. Effectivement, on arrive au niveau des packages où on explique clairement, on va dire, les composants de ce package en toute transparence avec les mariés. Voilà. Donc l'offre, ne l'oubliez jamais, on a une base soit horaire ou forfait jour. Ok. Et ensuite, toutes les composantes de l'offre au niveau des photos, haute définition, etc., 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 livre-album, pas livre-album, séance avant le mariage ou après le mariage, etc. Voilà. Et voilà, donc ça c'est pour l'offre du photographe. J'avais pas trop envie de parler du style de photographe, voilà, le style recherché au niveau du photographe, parce que ça c'est plus dans la partie budget. Donc transition, budget. Alors, au niveau du budget, donc d'un photographe, combien ça coûte? Voilà, la question qui tue. Ah, on y est. Voilà. Là, tout le monde est là, tout le monde me regarde. Hein. Je peux même danser la Macarena, il n'y a pas de problème. Hein. Pardon. Donc, il faut savoir qu'à peu près un budget alloué à un photographe, généralement
ce qui se dit de manière générale, généralement, plus spécialement, hein, effectivement, voilà, c'est que le budget de la photo représente en moyenne, j'ai bien en moyenne, 10% du budget global du mariage. Généralement, c'est le cas de figure. Sauf pour les mariés qui veulent vraiment se faire plaisir, tout dépend de l'affinité que vous avez avec la photographie de mariage. Surtout parce qu'il ne faut jamais oublier, la photographie de mariage, c'est ce qui nous reste à la fin. Carrément. Voilà. C'est ce qui nous reste. C'est tout. Il n'y a que ça qui reste après le mariage. Bien sûr, il y a le vidéaste, mais c'est pas pareil. Hein. Là, non, j'ai pas envie de me mettre à dos les vidéastes. J'ai pas envie. Nous, on est des frères d'armes le jour du mariage. Donc, pour en revenir plus sérieusement sur le thème du budget, donc 10% du montant global. Là, je vous ressors la petite donnée du livre blanc de mariage.net. Donc, selon leur analyse, basée sur plus de 2000 mariés qui ont été sondés, d'accord, sachant que mariage.net reste une plateforme populaire, d'accord, très populaire. C'est-à-dire, on va retrouver vraiment une certaine élasticité au niveau des classes sociales, etc. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, selon leur étude, le budget moyen d'un mariage est de 15 575 €. Alors, il y en a qui vont dire oh, c'est cher, il y en a d'autres qui vont dire ah bah non, moi je suis largement au-dessus, etc., etc., etc. D'accord. Donc, faut pas prendre ce chiffre-là, c'est une moyenne. Ok. Bon, ça sous-entend 10% de ce montant-là. Donc, effectivement, ça correspond à peu près à l'expérience que je peux dire par rapport au prix du marché. Le prix du marché en moyenne, on est à peu près à 1500 €, on va dire, pour quelque chose de complet. On est à peu près sur 1500 €, soit sur le prix de départ, soit prix intermédiaire. Ça va dépendre du photographe. Et effectivement, en transition, ça va dépendre du photographe. Voilà. Le débutant et l'expérimenté ne vont pas facturer de la même manière, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Ensuite, ça va dépendre également. Donc le premier critère, c'est l'expérience, forcément. Le deuxième critère, pour moi, ça va être la composante de l'offre qui va déterminer. Voilà. Effectivement, s'il y a un livre ou pas de livre, blablabla, ok, comme je vous ai expliqué sur le point antérieur. Ensuite, troisième point, ça va être le blaze du photographe. Le blaze, c'est-à-dire sa renommée. C'est-à-dire les concours qu'il a pu gagner. Voilà, il y a un certain nombre de photographes, que ce soit sur la région, que ce soit Paris, que ce soit Lyon, Montpellier, etc., en France entière, qui ont un nom. Voilà, on les connaît. Je ne vais pas les citer, hein, mais ils se reconnaîtront. Il y en a un certain nombre qui ont gagné très régulièrement des concours photos, ou qui ont été primés sur certains sites de renom, etc., etc. Je ne dis pas que j'en fais partie. Après, si vous me connaissez, ça veut dire que vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Voilà. Donc après, effectivement, c'est à moi d'expliquer aussi les choses. Et c'est au photographe, s'il a une certaine renommée au niveau, je dis bien, local, régional, national ou international, attention, c'est pas pareil, ok ? Tout dépend du niveau d'intervention et de ce qu'a envie au final, ce qu'a envie de faire le photographe. Voilà. Donc, le blaze. Et à prendre en compte, effectivement, dans la tarification. Et bien sûr aussi, attention, roulement de tambour, la TVA. Ah bah oui, il y a beaucoup de photographes, attention, qui collectent pas la TVA, hein, parce que ça va dépendre de leur, de la forme juridique de leur entreprise. Et il y a d'autres photographes, comme moi, on paye la TVA, on cotise la TVA. Donc dans le tarif, il faut aussi poser la question, est-ce que le tarif est hors taxe, c'est-à-dire sans TVA, parce que le photographe ne collecte pas la TVA, ou est-ce qu'il y a la TVA qui est incluse? Voilà. Ça, c'est la composante du tarif, de dire, voilà, le photographe qui va vous dire, par exemple, tel package est à 1800 € TTC, voilà, vous prenez en compte tous ces critères-là. Voilà. Ça, c'est le plus important au niveau du budget. Donc, par contre, je peux vous donner aussi, on va dire, une large tranche tarifaire. Allez, pour avoir quelque chose, un photographe de qualité, vraiment, prix vraiment, si on enlève livre, album, etc., faut quand même miser un minimum, je pense, sur 1300 € minimum. Je pense minimum entre 1002 et 1003 minimum, TTC bien sûr,
Et on peut monter, allez, jusque 3 000 euros. Déjà, sur cette grande base-là, ça va dépendre, comme je vous ai dit, de plusieurs critères. Blase du photographe, composante de l'offre, TVA, etc. Voilà, tout simplement. Donc le budget, je vous l'ai donné. Entre, on va dire, 1 200 à 3 000 maximum. On va dire, après, ça dépend quel positionnement, etc. Parce que ça veut rien dire. Vous pouvez toujours prendre un photographe de renommée, ou vous pouvez aussi prendre un package qui soit attractif. Parce que ça va dépendre aussi de la saisonnalité aussi, ça je ne l'ai pas indiqué, la saisonnalité du mariage. Un mariage au mois de décembre, un mariage au mois de juin, c'est pas le même tarif, ce qui est normal. Un mariage le vendredi et un mariage le samedi, c'est pas le même tarif. Donc tous ces critères-là sont à prendre en compte lorsque vous allez rencontrer votre photographe. Effectivement, ça va vous permettre, les petits points que je vous donne là, les petits conseils, de voir si le photographe est plutôt dans les tarifs ou est-ce qu'il se sous-estime ou se surestime. Voilà. Et là, vous pourrez dénicher les parasites. Celui qui va vous dire oui, donc là, le tarif initial il était à 4 990 €, je vous fais une remise de 50%. Ah, ça marche pas ça. Je vous le dis tout de suite. Donc, sur quels critères choisir son photographe de mariage? Donc là, encore une fois, je vais me baser sur le document du livre blanc de mariage.net que je vous mets ici pendant mon explication, parce que j'ai été quelque peu surpris de l'étude qui a été réalisée, et je vais vous dire pourquoi. Donc on constate que, alors je vais prendre dans les extrêmes, hein, donc sur le graphique qui est présent ici. Donc le premier critère de sélection des mariés pour choisir donc le photographe, c'est le style du photographe. Jusque-là, rien de choquant. Par contre, en dernière position, je vois que le feeling, ça veut dire que 5% des mariés qui choisissent un photographe est selon le feeling, que 5%. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que les mariés ou futurs mariés considèrent d'ores et déjà leur photographe comme un prestataire. Comme un prestataire, voilà. C'est-à-dire on prend quelqu'un, il vient faire sa tâche et bye bye. Voilà. Et elle est là l'erreur en fait. Elle est là l'erreur. Parce que le feeling devrait être au moins à la deuxième position. Au moins à la deuxième position. Clairement, dans le critère de choix. Parce que le feeling, c'est ce qui va faire que vous allez avoir confiance. Et le nombre de mariés qui peuvent me dire oui, je ne suis pas photogénique, j'aime pas la photographie, etc. En fait, c'est qu'un rapport humain, en fait. Donc la photographie, c'est une approche humaine des choses. Surtout le photojournalisme de mariage. Donc il faut être pleinement, comment dire, à l'aise, déjà avec la personne avec qui vous avez affaire, et également pour la famille. Voilà, c'est pas, on met pas juste en lumière les mariés, c'est les mariés et la famille et tout ce qui s'y passe. En tout cas, c'est ça l'idée. Et ça passe par le feeling. Donc c'est pour ça que je dis toujours que la photographie de mariage, à l'approche la plus humaine qu'elle soit, d'une certaine manière, dans la photographie. Parce que celui qui est introverti, un photographe introverti en photographie de mariage, ah, là c'est dead, hein. Excusez-moi, hein. Mais là, bon... vaut mieux faire je sais pas, une autre spécialité hein, qui nécessite moins de contact avec les humains. Clairement, la photographie d'animaux. Ou je sais pas. Ça c'est clair. Donc là, ce qui m'a choqué, c'était le feeling. Donc moi, je dirais plutôt... Alors, je vous laisse lire le graphique. Voilà, là, j'ai mon prompteur. Hein, je suis désolé, hein, il est là mon prompteur. Ah. Donc, moi, je dirais plutôt en première position, effectivement... le style de photo, donc le style du photographe, il n'y a pas de problème. Ensuite, en deuxième position, je dirais l'expérience du photographe. Voilà, l'expérience, c'est-à-dire combien de mariages, sur combien d'années. Après, ça peut être un critère positif comme négatif. Hein. Si on dit par exemple j'ai 15 ans d'expérience, on peut avoir l'image d'un vieillot, oui, ça fait 15 ans, je préfère prendre un jeune, ou quelqu'un de plus jeune. Voilà. Donc c'est pour ça, mais dans tous les cas, ça reste un critère qui est super important, donc l'expérience, donc le style du photographe, l'expérience, ensuite effectivement le feeling, ça c'est quand même hyper important, voilà, l'échange que vous pouvez avoir,
avec le photographe et ce qu'il peut apporter. Donc généralement dans sa présentation, que ce soit sur le site internet ou même en direct, vous sentez les choses. Voilà. Soit vous êtes face à un passionné, soit vous êtes face à un vendeur de cuisine, hein, mais agressif. Voilà. C'est-à-dire dans une démarche commerciale, vous sentez les choses. Quelqu'un qui va vous parler avec son cœur, de son métier, etc. Parce que limite, c'est même pas trop un métier. C'est envie de notre passion. Voilà, ça c'est important de le dire. Donc, le style du photographe, l'expérience, le feeling. Ensuite, effectivement, en termes de livrables, voilà, est-ce que ce qu'il vous propose, vous avez plein d'étoiles dans les yeux, en termes de livre-album, de galerie, d'inspiration, etc., etc. Super important. Ensuite, au niveau, ça peut être un critère au-delà du prix qui peut être important, c'est effectivement le matériel. Donc l'équipement, ça peut se jouer, ça dépend dans quel sens le photographe va tourner la chose. Si par exemple il va vous expliquer qu'il pratique régulièrement de la photographie de nuit, en vous expliquant, là il y a un intérêt, ça va sonner, ça va résonner, voilà, ça va résonner. Ça va résonner, voilà, sur le type de matériel. Parce qu'il y a toujours des questions qui peuvent revenir, oui, si vous avez un réflexe qui tombe en panne, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. Bon. Le photographe de mariage, il y a plusieurs réflexes sur lui, généralement. Voilà, il y a tout en double, que ce soit au niveau des batteries, des cartes SD, des compacts flash, et j'en passe, etc. Voilà. Ça, c'est la base du métier. Donc ça va être plus gérer son équipement, mais son organisation, sa méthode de travail. Voilà. Et ensuite, effectivement, sa spécialité en mariage, oui et non, parce qu'il y a d'excellents portraitistes qui sont très bons en photographie de mariage. En fait, la photographie de mariage, on va y retrouver des photographes qui sont spécialisés dans plusieurs segments. Voilà, ça peut être la photographie de bébé, grossesse, ils vont faire du mariage, il y en a qui font de l'événementiel, etc. Donc d'être purement spécialisé dans la photographie de mariage, ça veut rien dire. Sincèrement, ça veut rien dire. Il y a d'excellents photographes qui se cantonnent à une dizaine de mariages par an, mais qui font partie du top, on va dire soit du top 10 ou du top 20 national sans aucun problème. Voilà, donc ça c'est pas forcément le critère plus important. Et enfin le prix. Mais généralement le prix, on le sait déjà par anticipation, parce que sur les sites des photographes ou même sur les plateformes, comme je l'ai expliqué, les places de marché, etc., on y retrouve quand même une tranche tarifaire. Voilà, de dire, voilà, nos tarifs démarrent à partir de 1200 ou 1300 euros. Voilà, de 1300 jusque 2000, 2005, etc. Voilà. Donc le prix, voilà. Après, effectivement, j'ai tendance à dire que la photographie de mariage, c'est quelque chose qui est immuable en fait, hein. C'est qui reste avec le temps, qui est transmis de génération en génération. Donc normalement, la valeur d'un reportage photo, voilà, faut qu'elle soit mesurée, et il faut prendre aussi un petit peu de recul par rapport au tarif qui peut être proposé. Voilà, ça c'est clair. Au niveau du temps de travail et de l'incidence que ça a sur la vie des gens. Ça, on n'y pense pas forcément. Donc il faut donner de la valeur à son reportage de vie. Il faut y donner de la valeur parce que ça va être retransmis de génération en génération. Voilà. Et je dénigre pas le photographe qui veut démarrer à partir de 400 euros et que les mariés lui font confiance. S'il le fait avec du cœur, avec passion, dans un but de, de performer par la suite, il n'y a pas de problème. Mais ceux, pour arrondir leur fin de mois, ils investissent dans un petit matériel juste pour l'argent, indirectement ça fait des dégâts considérables. Et combien me contactent pour me dire « Ah, j'ai mon photographe que j'ai pris, il m'a fait des photos qui sont toutes floues. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Bah ouais, mais... Bah ouais. Bah ouais. Voilà. Hein, que ce soit le meilleur ami ou l'ami ou ceci, cela. Non, mais c'est ça. Chacun son métier. C'est la base. Voilà. Donc, voilà les principaux critères. Mais comme j'ai dit, mon top 3, ça reste quand même le style du photographe, clairement, l'expérience, et surtout, je dirais, le feeling, que j'aurais tendance à le mettre en première position. Parce que c'est là où, quand on s'entend très bien avec les mariés, et les mariés qui m'entendent, qui ont déjà fait appel à mes services, entre guillemets, savent qu'on a passé un très bon moment, et en même temps, au niveau des photos, c'est al dente.
Alors, quelles sont les questions à poser à votre photographe lors du rendez-vous? Voilà, les questions les plus importantes. J'ai même envie de vous dire, il y a certains éléments qu'il faut se renseigner avant même le rendez-vous. Alors, le premier réflexe, c'est comme lorsque vous achetez sur un site marchand, que ce soit un produit, un service, etc., c'est regarder les avis. Voilà. Un photographe qui est installé depuis un certain nombre d'années récolte un certain nombre d'avis sur un certain nombre de plateformes. Voilà, pour pas être répétitif. Donc Facebook n'est pas suffisant parce que Facebook c'est un petit peu la vie, on va dire la vie un petit peu facile. Il faut vraiment que vous ayez une similitude au niveau des avis, que ce soit sur Facebook et sur d'autres plateformes, que ce soit sur Google, des sites comme je l'avais expliqué, les places de marché comme mariage.net, comme ZenQ, comme Regard d'auteur, etc., etc. Et là, vous pourrez vous faire une opinion générale, globale, au niveau des avis. Là, je parle au niveau des étoiles, de la notation. Maintenant, je vous invite surtout à lire les commentaires qui sont laissés. Et elle est là l'importance, parce que de mettre 5 sur 5, personnellement, je le dis sincèrement, il n'y a pas d'intérêt de mettre 5 sur 5. Voilà. Parce que la réalité, on n'est pas parfait. Parfois, vaut mieux mettre un 4 sur 5 et effectivement de lire le commentaire si ça correspond, etc. Voilà. Parce que le commentaire consiste à dire photographe au top 5 sur 5, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si par exemple il y a un 4 sur 5 où on a un long commentaire photographe chaleureux qui nous a accompagnés, etc., 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 là il y a un intérêt au niveau des avis. Donc il faut faire très attention avec le système d'avis, hein, parce que bon, derrière, c'est jamais trop qui est caché derrière le commentaire. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, une fois que vous avez vu par anticipation les avis, il faut regarder le numéro de sirette, s'il est actif ou pas actif. Parce que, comme partout, il y a des filous. Voilà. Ceux qui sont actifs, c'est-à-dire que le numéro de sirette, leur activité est encore viable, et d'autres où, bon ben, clé sous la porte, mais on travaille quand même. Voilà. Et on n'encaisse que du cash. Ça, faut faire attention parce que c'est une réalité. On ne le retrouve pas juste dans la photographie, on le retrouve dans un certain nombre de, on va dire, de secteurs dans le mariage. Voilà, de professionnels. Donc, premièrement, donc avant le rendez-vous, bien regarder les avis, regarder que au niveau numéro de sirette, tout est ok et que c'est bien au nom de la personne, parce vous pouvez aussi être en face d'un studio photo, donc on ne sait pas qui est derrière le studio, il peut y avoir une ou plusieurs personnes, et que le jour J, bah tiens, ce photographe, on ne le connaît pas. Voilà, parce qu'il y a eu une sous-traitance qui a été faite à un moment donné. Donc ça, il faut faire attention aussi. Donc lorsqu'il y a un studio photo, bien vous assurer que sur le site internet du studio, que les noms, prénoms soient mentionnés pour éviter cette éventuelle problématique qu'il y ait une sous-traitance qui soit faite. On le retrouve beaucoup chez les DJ. Voilà. C'est pas pour les balancer, mais c'est une réalité. On les retrouve beaucoup sur les DJ, ce système de sous-traitance. Voilà. Sous-traitance en chaîne. Donc voilà, donc ça c'est avant le rendez-vous. Après, effectivement, pendant le rendez-vous, généralement, si vous êtes en face d'un photographe qui a l'habitude depuis un certain nombre d'années, il va expliquer de manière naturelle. Donc normalement, les questions, vous devriez pas avoir trop de questions à la fin. Voilà, le photographe qui fait bien son rendez-vous, à la fin, vous n'avez plus de questions parce qu'il a été clair sur tous les points. Sinon, les points qu'il faut absolument aborder, donc au niveau de l'expérience, combien d'années, voilà, le statut aussi, est-ce que, voilà, ça c'est une question qu'on me pose régulièrement, vous faites ça à temps plein ou vous faites ça en plus d'un métier? Voilà, ça il faut être transparent. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je connais de très bons photographes qui sont sous le statut d'auto-entrepreneur, qui ont un métier, mais qui sont excellents en termes de photographe. Voilà, ça c'est une réalité aussi. Parce qu'il faut bien distinguer le passionné, entre guillemets, ok, du diplômé qui reste sur ses acquis en fait. Voilà, c'est bon. Ça, vous le verrez par la suite lorsque vous poserez vos questions. On sent directement via les photos et la personnalité du photographe au niveau de la passion. Ça, c'est la base. Donc, l'expérience. Après, est-ce qu'il fait partie de réseaux professionnels, c'est-à-dire de réseaux en cas de problématiques éventuelles? Il y a un cas de force majeure qui fait qu'il ne pourra pas venir le jour du mariage. Quand je parle de réseau pro, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des réseaux comme Regard d'auteur. Ça peut être également des réseaux comme Fearless Photographers, comme la FFPMI, anciennement la GNPP, etc., etc., etc.
Comme ça, en cas de problématique, directement, un photographe peut être proposé, on va dire en compensation, hein, de la non-possibilité du photographe suite au cas de force majeure. Voilà, tout simplement. Ensuite, les questions d'assurance. Voilà, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas de photographe via le réseau professionnel dans lequel il fait partie, est-ce qu'il y a des assurances qui sont prévues pour casse de matériel, vol de matériel, maladie grave, etc., etc. Parce que le mariage rentre dans la catégorie de vous pouvez avoir des dommages et intérêts en cas de le photographe qui perd ses photos, ou on lui vole, voilà, il prend le train, il s'est fait voler son sac avec toutes les photos. Donc là, il y a des assurances qui sont prévues. Au-delà de la responsabilité civile professionnelle, on a aussi une complémentaire, une assurance dédiée par rapport au matériel, voilà, qu'il faut couvrir aussi. Le matériel aussi au niveau des fichiers, etc., etc. Ça, c'est important. Donc ça, il faut quand même poser cette question parce que c'est contractuel. Et là, je reviens directement pour ceux et celles qui préfèrent choisir un ami ou les invités, etc. Donc, lorsqu'il n'y a pas de contrat, que c'est fait de manière, on va dire, purement informelle, il n'y a pas de couverture. Donc là, pété, c'est pété, quoi. Ou perdu, c'est perdu. Là, il n'y a aucun recours possible. Que là, quand vous êtes face à un professionnel, quand bien même le professionnel, et je sais pas, même s'il est assuré, il n'y a pas de problème et tout, mais que le jour du mariage, ça se passe super mal, parce que au niveau de la personnalité, le truc... et qui vous livre pas vos photos pour X ou Y raison, là vous pouvez activer l'assurance qui est prévue dans le contrat que vous signez avec le photographe et de réclamer des dommages et intérêts. Voilà. Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser alors qu'on les pose très rarement, ces questions au niveau de l'assurance. Donc moi, j'aborde toujours le sujet avec mes clients. Donc les réseaux pro, ça j'ai expliqué, et surtout en termes de livrables. Toujours de demander des derniers reportages photos ou également des livres-albums. Voilà, des livres-albums de démonstration pour que le photographe puisse vous expliquer au niveau de la finition, etc., les possibilités, que ce soit pour les mariés, pour les copies de livres-albums pour la famille ou pour la belle-famille, etc., etc., etc. Voilà. Pour moi, ce sont les points les plus importants à aborder avec le photographe. Et après, effectivement, dans la discussion que vous allez avoir avec lui, vous allez parler de votre journée de mariage, enfin, en tout cas de l'étape à laquelle vous êtes dans vos préparatifs, si vous avez déjà votre lieu de réception, DJ, etc. Et là, il y a un échange qui se fait naturellement pour pouvoir, vous poserez vos questions, des questions, on va dire, un petit peu moins importantes, mais plus qui rentreront dans le cadre de votre journée de mariage. En tout cas, pour les points primordiaux qui vont vous conforter dans votre choix, ce sont les points que je vous ai donnés. Après, bien sûr, le feeling, c'est le feeling. Ça, c'est... on peut être le meilleur photographe du monde. Si on n'a pas le feeling avec les mariés ou qu'il y a quelque chose qui fait que, vaut mieux même pas le faire. Sincèrement. Ça sert à rien de se forcer. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, quand réserver son photographe? Alors, j'irai plutôt au mieux. L'expérience a démontré que généralement la moyenne c'est 1 an à l'avance. C'est 1 an à l'avance pour réserver son photographe. Selon les critères qu'on a vus tout à l'heure, notamment la réputation et la notoriété du photographe. Ça, c'est un critère, c'est le critère qui va faire que vous allez devoir réserver plus longtemps à l'avance que sur d'autres photographes. Voilà. Il en est de même pour les lieux de réception. Généralement, c'est le même cas de figure. Un lieu de prestige ou un lieu qui est reconnu depuis un certain nombre d'années, on réserve généralement 2 ans à l'avance, 2-3 ans à l'avance pour eux. Voilà. Parce que dans l'ordre, on va dire, de réservation, on est d'abord sur le lieu de réception. Donc une fois que les mariés ont leur date, ils bloquent le lieu de réception. Et ensuite, généralement, le photographe vient en deuxième étape, voire troisième. Voilà, troisième choix. Juste après le lieu de réception, traiteur, on va dire, photographe.
quasiment dans la foulée, quoi. C'est l'un des éléments les plus importants. Donc 1 an à l'avance, on va dire, c'est une moyenne pour les photographes qui sont installés depuis un certain nombre d'années. Ça peut aller jusque 2 ans à l'avance selon la date de mariage. C'est toujours pareil, il y a toujours des dates qui sont très demandées. Et après, il y a une certaine flexibilité, même parfois ça peut arriver 6 mois à l'avance, 4 mois à l'avance, sur certaines dates, mois d'avril, ça peut être des mariages le vendredi, etc. Ou même sur des régions comme la région parisienne, où ça arrive régulièrement qu'il y a des mariages qui sont réservés quelques mois à l'avance. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de mariages en petit comité, etc., etc. Ça, je parle de mon cas. Après, effectivement, je pense que d'autres photographes pourront soit confirmer ou pas mes dires, mais normalement, on est à peu près sur 1 an par anticipation au niveau de la réservation. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Vous y prenez pas genre 3-4 mois à l'avance. Il y a toujours des dates qui sont très demandées, et voilà. Et pareil, si vous avez la possibilité de consulter un calendrier de mariage du photographe sur lequel vous avez entre guillemets des vues. Voilà, c'est toujours bien qu'il y ait cette information sur le site pour éviter de faire perdre son temps. Moi, c'est ce que je fais. J'ai toujours mon planning en ligne sur mon site. Comme ça, si les mariés sont intéressés mais qu'ils voient que je suis déjà réservé, bon, soit ils vont quand même me poser la question: comment on fait pour choisir son photographe de mariage, ou est-ce que vous avez quelqu'un dans votre réseau, etc. Voilà. Et je redirige toujours automatiquement vers des confrères voilà, de qualité. Voilà. Généralement, ça c'est la base aussi, hein. Ça je tiens à le dire. Et ça, j'invite tout le monde à le faire aussi, en tout cas pour les professionnels. Toujours recommander des pros avec lesquels vous avez la même philosophie de travail, et que la qualité de travail a fait ses preuves sur des années. Moi, c'est ce que je fais toujours, et je demande jamais de contrepartie. Pour moi, parce que c'est normal de faire travailler un tel ou un tel, etc. Voilà, c'est comme ça que ça marche, en tout cas pour moi. Donc voilà. On arrive quasiment au bout. Donc là aussi, une question qu'on me pose très régulièrement: est-ce que vous faites aussi de la vidéo? Alors non, je ne suis pas vidéaste. Il y a des photographes qui font aussi de la vidéo, mais généralement ils alternent, ils font un mariage vidéo, un mariage photo. Parce que faire les deux le jour J, franchement, alors chapeau pour ceux qui le font. Alors s'ils savent le faire, s'ils le font vraiment par passion et pas pour l'argent, ok. Mais ceux qui font, pour ma part, je pars du principe que c'est deux manières de travailler qui sont totalement différentes. Voilà. Le vidéaste, il va être plutôt, en tout cas selon moi, le vidéaste va être plutôt très observateur en retrait, voilà, pour prendre ses plans, etc. Le photographe, il doit aller plus de l'avant vis-à-vis des mariés, des invités, etc. Voilà. Je ne vais pas dire il doit faire l'animateur, mais au niveau des photos, il doit provoquer l'émotion. Le photographe, c'est un provocateur d'émotion. Voilà. Le vidéaste, il est là pour capter ce qu'il a capté en fait. Hein. Voilà. Je ne suis pas vidéaste, hein. Je travaille avec un certain nombre de vidéastes de qualité, soit dans le nord, Paris, dans le sud, etc. Voilà. Et je les salue d'ailleurs, ils se reconnaîtront tous. On est très régulièrement en contact, que ce soit sur Instagram, etc. Et on a toujours le plaisir de travailler ensemble sur les mariages. Voilà, donc faut toujours faire attention à ça, parce qu'on retrouve beaucoup, surtout dans les mariages orientaux, hein, là je m'adresse directement au Maghreb d'une certaine manière, ou aux mariages orientaux, il y a toujours cette tendance de photographe et vidéaste, genre limite c'est le même métier, alors que techniquement non, parce que ça ce sont des habitudes qui ont fait que on a le caméraman, c'est même pas un vidéaste, c'est le caméraman un peu, voilà, qui fait son petit truc pendant 2-3 heures de vidéo, j'irais du non-stop. Je suis passé par là, donc je peux en parler. Et avec le photographe, voilà. Donc généralement, il fait photo et vidéo. Bon, moi, je préfère rester dans ma spécialité, c'est-à-dire, je pourrais me dire, ah bah tiens, bon, je vais rallonger de 500-600 euros peut-être, voire plus. Je leur fais une petite vidéo, un petit montage, je fais des plans, etc. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que j'ai une certaine éthique dans ce milieu-là. C'est-à-dire
que j'ai pas pour habitude de marcher sur les plates-bandes de mes confrères. Et c'est pareil pour le drone. Je sais qu'on peut faire le drone photographique, il n'y a pas de problème, il y en a qui le font, ils le font très bien, mais jamais je vais faire du drone, je dirais pour filmer, etc. Ou je préfère laisser ça au vidéaste. Voilà. Chacun sur son créneau. Donc ça c'est super important. Donc c'est pour ça de toujours faire attention. Donc là je vous ai mis le petit truc de mariage.net. Donc 71% des mariés choisissent que le photographe, 21% choisissent le photographe plus la vidéo, et 8% qui prennent photo, vidéo plus drone. Et 0% ne prennent que la vidéo. Donc on voit que la vidéo est en support de la photographie. Généralement ce sont les mariés qui veulent se faire plaisir. Et moi je dis toujours, quitte à prendre un vidéaste, faut prendre un mastodon, celui qui va faire un film, limite on se croirait au ciné. Et c'est un petit peu la tendance qui s'inscrit depuis quelques temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de vidéastes, on va dire, avec un certain blaze, que chez les photographes. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention avec le couple photographie-vidéo, c'est pas le même métier, c'est pas la même approche, mais ça se combine très bien. Voilà. Après, il faut avoir le bon vidéaste avec le bon photographe. Voilà, c'est toujours, quand je parle de frères d'armes le jour J, c'est ça. Parce qu'on est sur des métiers quand même très difficiles, très endurants sur une journée de mariage, et il faut, pareil, tout comme le feeling on a avec les mariés, il faut l'avoir aussi avec le vidéaste. Je vous raconte une anecdote très rapide. J'ai déjà eu un mariage de mémoire où le vidéaste professionnel filmait en GoPro. Voilà, donc là c'est incompatibilité parce que la GoPro sous-entend que il doit suivre au plus près les mariés, même à l'entrée de l'église, mairie, etc., etc. Et ça c'était super relou. Donc au début, voilà, j'ai dû directement apposer ma patte, parce que sinon c'est pas possible. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les offres couplées, etc. Moi, par défaut, quand on me pose la question est-ce que je fais vidéo, je dis non, mais je travaille avec un réseau de vidéastes de haute qualité. Voilà, moi c'est comme ça que je travaille. Donc il faut faire toujours attention à cela, et voilà, mais toujours essayer d'enlever ça de l'esprit qu'un vidéaste et un photographe, ou un photographe et un vidéaste, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier, c'est pas la même approche, et c'est pas le même travail en post-prod. Voilà, tout simplement. Alors, dernier point, et pas des moindres, donc le recours assurance au niveau du contrat que vous avez passé avec votre photographe en cas de litige. On m'a toujours dit qu'un contrat n'est valable qu'en cas de litige en fait. Et effectivement, tant que tout va bien, que chacun respecte ses responsabilités et ses engagements, mais un jour s'il y a un litige, qui peut être lié généralement soit à un manquement à la livraison soit des photos ou de la qualité entre l'espéré et le réel qui n'a rien à voir, donc effectivement là, il faut quand même faire marcher les clauses du contrat. Donc les clauses du contrat, c'est quoi? C'est tout simplement, il faut bien vérifier avec votre photographe que tout est bien détaillé, que ce soit en termes de responsabilité du photographe, au niveau des livrables, que ce soit en termes au niveau du cas d'annulation. Quelles sont les conditions d'annulation de la prestation? Les acomptes l'acompte qui est versé, est-ce qu'il est remboursé partiellement, dans son intégralité, quels sont les délais, etc., etc., etc. Parce qu'il peut y avoir plusieurs cas qui peuvent intervenir par rapport à ça. Tout ça doit être mentionné dans les conditions générales de vente ou de prestation que vous retrouvez dans votre contrat que vous avez signé avec votre photographe. Donc ça, c'est super important. Pareil en ce qui concerne les assurances, il faut que toutes les assurances, les polices d'assurance soient indiquées et tout ce qui est pris en charge. Et ce qui est exclu aussi. C'est super important. Comme ça au moins, lorsque vous signez avec votre photographe, même si c'est petit, moi par exemple, mon contrat, toutes mes clauses sont au dos de mon contrat, même si c'est en petit, parce qu'on n'a pas forcément, pour éviter de gaspiller le papier, et pas forcément pour mettre en tout petit, genre je suis en train de t'avoir sur tel point, non. Donc toutes les clauses sont bien définies, y compris toutes mes polices d'assurance. Et ça même en rendez-vous, j'anticipe en leur expliquant, pour anticiper effectivement
leurs questions, voilà, par rapport à ça. Et aussi, j'ai toujours tendance à dire que, au-delà du contrat des assurances, c'est de la responsabilité du photographe d'anticiper. Il faut anticiper, on est toujours dans l'anticipation. Quand je travaille à l'étranger ou dans d'autres régions de France, je pars au minimum la veille ou l'avant-veille pour déjà éviter tout risque éventuel de grève, de soulèvement de la population ou de panne de véhicules, etc., etc. Et on est en pleine période du coronavirus, donc forcément là, tout le monde est dans le bain, donc il faut anticiper le risque. On anticipe le risque, tout comme un véhicule. Je conduis, j'ai ma priorité à droite. Même si c'est moi qui ai la priorité, je vais quand même faire attention s'il y a un véhicule qui arrive. Voilà, c'est la même chose. En photographie, c'est pareil. Il faut toujours anticiper, que ce soit pour le matériel. Quand on sait on a le matériel, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants, etc. Il faut faire attention. C'est comme pour tout. Voilà. Il faut toujours faire attention. On est toujours dans l'anticipation et c'est comme ça qu'on minimise les risques, tout simplement. Mais après, si effectivement la veille du mariage où il y a un accident ou une maladie grave ou autre, etc., bon bah là, ce sont les assurances qui prennent le relais lorsque, le recours de base n'est pas possible. Le recours de base pour moi, c'est de remplacer un photographe, le photographe par un autre de même calibre, entre guillemets, via son réseau pro. Si c'est pas possible pour X ou Y raison au niveau timing, non-disponibilité de ces photographes, donc dans ce cas-là, effectivement, on active la clause assurance. Et si il s'avérait que l'assurance, ben non, au final, le photographe n'était pas assuré, voilà, donc recours juridique auprès du tribunal d'instance ou de grande instance, voilà. Tout simplement. J'ai jamais eu de cas où des mariés ont poursuivi un photographe. J'ai déjà vu quelques cas, mais aux États-Unis, dans des reportages que j'ai pu voir à un moment donné. Mais sinon, mais les seuls cas que j'ai vus comme ça aux États-Unis, bon, j'en ai pas vu en France en tout cas, ou je ne l'ai pas entendu dans mon réseau, c'était basé sur la livraison de photos qui correspondait pas avec la qualité du photographe, comment il se vendait en fait. Hein. Voilà, des photos floutées, etc. À un certain niveau de prix, il n'y a pas le droit à l'erreur là. Donc là, effectivement, c'était plus un vice caché, et donc c'était ce reportage-là que j'avais vu sur une photographe américaine. Voilà. Mais sinon, toujours s'assurer que le contrat soit juste et en même temps bien détaillé au niveau des recours, des assurances et des conditions d'annulation éventuellement s'il y a un cas de force majeure aussi de la part des mariés, ça peut arriver aussi, etc. etc. Parce que normalement un acompte encaissé est un acompte gardé, parce que dessus on paye des charges, etc. Voilà, donc moi par exemple dans mon contrat j'ai toujours un délai effectivement qui est fixé au-delà de ce délai-là, je rembourse l'acompte. En deçà de ce délai-là, c'est plus possible. Voilà. C'est comme ça. Dans tous les contrats, c'est comme ça. Il faut juste que ce soit clair pour vous, les futurs mariés. Et également, les photographes qui m'écoutaient, penchez-vous un petit peu sur vos clauses. Hein. Faut être carré, propre. Hein. Faut toujours verrouiller, sécuriser les mariés avant tout, parce qu'on est censé se marier qu'une fois. Donc sur ce, à très bientôt pour un autre épisode. Hein, j'ai parlé beaucoup, mais en même temps, comme je vous ai dit, c'est pour vous rendre service. Soyez assez indulgents avec moi. Je suis pas là pour faire l'influenceur. Coucou les filles, coucou les amis. Hein, je vais faire du buzz. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment pour vous rendre service, que ce soit pour vous les mariés et pour les photographes. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas certaines choses, ou même si vous avez appris 1% de ce que j'ai dit, au moins vous avez appris quelque chose. C'est la base. Voilà, donc sur ce. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.